Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de la mi-journée. D'abord l'actualité en page nationale. Le collectif des membres et sympathisants de l'église clinique Emmanuel, Temple du Saint-Esprit et Siquet, était en conférence de presse hier après-midi au centre communautaire de Tocoin. Il était question pour cette rencontre d'annoncer une marche prévue pour cette semaine en vue de demander la libération du prophète Maranatha Machia et son épouse maintenus en prison depuis quelques mois. Reportage de Samuel Sessou et Mauli Hevi. Libérer le prophète Maranatha Machia et son épouse. C'est le thème de cette conférence de presse organisée par le collectif des membres et sympathisants de l'église clinique Emmanuel, Temple du Saint-Esprit et Cité. Derrière cette conférence de presse, un objectif. Annoncer une marche sur la présidence de la République ce jeudi 21 janvier 2016. La toile de fond de cette conférence, c'est que nous demandons que le prophète Maranatha Machia et son épouse soient libérés. Parce que nous constatons qu'ils sont maintenus en prison pour rien. La procédure judiciaire n'avance pas, rien, ça n'aboutit à rien. Tout ce que les avocats font, ça ne donne rien. Que reproche-t-on au prophète? C'est la question que les membres de cette église se posent. Certes, ils sont conscients de quelques chefs d'accusation retenus à l'endroit du prophète Maranatha Machia. C'est en cherchant, on s'est rendu compte que derrière ces 12 chefs d'accusation dont je vous avais parlé, la vraie raison même, c'est les prophéties. Oui, les prophéties la font mal. Parce que tout ce que le prophète Maranatha Machia s'accomplit à la virgule près. La première prophétie que le prophète a libérée concernait une machination, c'est-à-dire un complot, un coup d'État que les hauts gradés de l'armée ont organisé. Et c'était bien planifié. Ils ont utilisé des tombeaux pour garder les fusils et tout ça, tout ça. Le prophète même a prophétisé sur des armes, la disparition des armes des garnisons. Et ils ont constaté que vraiment les armes avaient disparu. Ils ont cherché, ils ont retrouvé certaines armes. Donc, il avait prophétisé que ces gens-là se préparaient pour dégager le président fort. Et ils n'ont pas apprécié cela. Leur réaction, c'est la lettre de menace que je vous ai lue. Le prophète, dans une prophétie, donnait le conseil au chef de l'État de ne pas se présenter aux élections pour la 3e fois. Que les 2 fois qu'il a fait, c'est déjà suffisant. Mais que s'il se présentait, il gagnerait les élections. Certes, mais il ne va pas finir le mandat. C'est tout. C'est ce qu'il a mené en prison. Un vibrant appel est donc lancé à l'endroit du président de la République togolaise pour qu'il prenne toutes ses dispositions afin que la marche ait lieu dans de bonnes conditions. Il faut rappeler que le couple Machia est maintenu à la prison civile de Lomé depuis plus d'1 an pour de réels motifs que le prophète et sa femme disent jusqu'ici ignorer. Actualité sur le plan africain, la CPDS, un parti d'opposition en Guinée équatoriale, a organisé un meeting. Ceci pour inciter la population à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour le compte des élections présidentielles de 2016. La CPDS reste optimiste pour ces élections, d'autant puisque le parti au pouvoir fait face à d'énormes défis. La CPDS, parti d'opposition en Guinée équatoriale, appelle les citoyens à s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue du scrutin présidentiel de 2016. Après un premier meeting, le 20 décembre 2015 à Malabo, le secrétaire général de la Convergence pour la démocratie sociale a rencontré les électeurs de Bata pour le même exercice. Andrés Essono Ondo a appelé ses compatriotes à sanctionner le parti au pouvoir en optant pour un nouveau mode de gestion à l'issue de la présidentielle de 2016. Aux dernières élections, de nombreux citoyens n'avaient pas voté parce qu'ils étaient déçus de la manière dont le pays était géré. C'est pour cette raison que nous les encourageons à s'inscrire massivement sur les listes électorales, parce que ce sont les élections qui peuvent changer ce régime. Si jamais le président sortant refusait de reconnaître les résultats de l'élection, le peuple et l'opposition réclameront la victoire en sortant pacifiquement dans les rues. Moral para salir pacíficamente a la calle a reclamar los resultados de las elecciones. Avec la chute des prix du baril de pétrole, la Guinée équatoriale fait face depuis un peu plus d'1 an à une situation financière difficile. Les enjeux de l'élection présidentielle de 2016 sont de taille. Le parti au pouvoir devra convaincre les électeurs en ce qui concerne la stratégie pour faire face à la crise.
L'opposition, quant à elle, propose un mode de gestion basé sur la transparence et le dialogue. On doit s'inscrire pour avoir le droit de voter, parce que si nous ne sommes pas écrits, on ne peut pas avoir le droit de voter. Le recensement, c'est plus important que je dois exprimer ce que je veux. C'est ça, ça me donne le droit de voir l'emploi après. Ça nous donne l'occasion de s'exprimer librement pour le changement démocratique de notre pays. Le meeting de la CPDS à Bata a connu la présence des délégations de 2 nouveaux partis politiques légalisés en Guinée équatoriale. Il s'agit de l'Union du Centre Droit et du Parti citoyen pour l'innovation. Toujours sur le plan africain, lancement du Club Afrique Développement en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle structure permettra de garantir la coopération sud-sud et pérenniser les échanges entre coopérations africaines. Un club pour fédérer et pérenniser les échanges entre opérateurs économiques africains existe désormais. Dans le cadre de la promotion de la coopération sud-sud, le groupe bancaire panafricain Attijari Wafa Bank lance une passerelle permanente entre les milieux d'affaires marocains et ceux des autres pays africains. Le Club Afrique Développement se présente comme un véritable marché de l'investissement. Le groupe Attijari Wafa Bank, conscient donc des besoins et de l'opportunité de développer la coopération sud-sud, s'est intéressé justement à la communauté des opérateurs économiques et a essayé donc d'organiser des rencontres donc, dans le cadre du Forum Afrique Développement. Il y a eu 3 éditions du Forum Afrique Développement et nous avons vu pendant toute cette période donc, un engouement sans précédent. On avait commencé par 800 participants. La dernière édition qui s'est tenue en 2015 plutôt, a vu la participation de 1500 participants avec plus de 4500 rencontres B2B. Le Club Afrique Développement a organisé un réseau pour assurer un accompagnement personnalisé de ses membres. Ceux-ci bénéficieront de mise en relation à la demande et d'un pool d'informations pour booster leurs affaires. Ce club a apporté des opportunités énormes aux hommes d'affaires, aux opérateurs économiques ivoiriens. La première direction, c'est les événements, donc les faire participer à l'ensemble des événements qui comptent sur le continent. La deuxième orientation, c'est en fait donc la formation. À travers donc, les accords que nous avons signés avec de grandes banques européennes. La troisième direction, c'est l'information. Nous savons que dans le monde des affaires, l'information est capitale. Avoir l'information, c'est avoir une longueur d'avance par rapport donc, à ses concurrents. Et donc là, nous mettrons en place donc, des informations donc, sur la plateforme qui concernent les fiches pays, qui concernent donc, des notes de conjoncture. Les membres du Club Afrique Développement bénéficieront de formations managériales et opérationnelles assurées par des experts locaux et internationaux. Après la Côte d'Ivoire, plusieurs pays d'Afrique verront l'implantation du Club Afrique Développement. Actualité sur le plan international. Les membres du mouvement des talibans pakistanais ont attaqué ce mercredi l'université de Bashar Khan à Sharsada dans le nord-ouest du Pakistan. Ce groupe d'hommes armés a ouvert le feu sur les étudiants et les professeurs. Pour l'heure, le bilan fait état de 21 morts et plusieurs blessés. Des soldats pakistanais pénètrent dans l'université Bashar Khan par le mur arrière. Ce mur que des hommes armés, profitant du brouillard, ont escaladé quelques heures auparavant avant d'ouvrir le feu dans le bâtiment administratif et la principale résidence d'étudiants. Des gens tombaient sous les balles devant nos yeux. Beaucoup d'étudiants, mais aussi des gardes de sécurité ont été sérieusement blessés. Ils saignaient. J'ai vu des étudiantes aussi prises de panique. J'ai vu 3 terroristes. Il y en a un qui était sur le toit, il tirait depuis cette position. Un autre était près du premier foyer d'étudiants. Et puis j'ai vu 4 gardes de l'université. Ils étaient blessés et nous les avons mis dans des ambulances. L'armée a annoncé avoir tué 4 tireurs. L'université est située à Sharsada, 35 km de Peshawar. Elle compte 3000 étudiants, mais ce mercredi, elle se préparait à accueillir un récital de poésie, un événement qui avait attiré 600 visiteurs supplémentaires. Les talibans ont revendiqué l'attaque, qui intervient un peu plus d'1 an après le massacre de l'école de Peshawar qui avait fait 150 victimes. Jihadi John, celui que l'on connaissait appartenir au groupe État islamique, a bien été tué en novembre dernier dans une frappe aérienne. Le groupe État islamique a même confirmé sa mort.
Celui que l'on connaissait sous le nom de Djihadi John a bien été tué en novembre dernier dans une frappe aérienne. Le groupe État islamique a confirmé la mort de ce bourreau zélé, un Britannique d'origine koweïtienne qui était apparu dans de nombreuses vidéos de décapitation. Dans sa revue Dabiq, l'État islamique annonce que le djihadiste de son vrai nom Mohamed M. Mouazi est mort le 12 novembre à Raqqa, quand la voiture dans laquelle il se trouvait a été visée par une frappe de drone. Dès le lendemain de ce raid, l'armée américaine et les autorités britanniques avaient affirmé avoir éliminé Djihadi John, qu'un ancien prisonnier avait décrit comme un sadique impitoyable. Il s'était mis en scène dans des vidéos montrant les meurtres d'otages américains, britanniques et japonais. Parlons toujours du terrorisme. Le groupe État islamique aurait libéré 270 civils la semaine dernière après un assaut sur une ville syrienne. L'annonce a été faite par l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. En Syrie, le groupe État islamique aurait libéré 270 civils enlevés la semaine dernière après un assaut sur la ville de Deir ez-Zor. C'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres qui l'annonce. Il s'agirait principalement de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Selon l'OSDH, ils ont été libérés car ils n'avaient pas de lien avec le régime de Bachar al-Assad. Les djihadistes détiendraient encore 130 civils, des hommes toujours interrogés. Mohamed, lui, a été libéré en décembre dernier après des mois de torture et son témoignage est troublant. Il affirme que les djihadistes cachaient les détenus quand un haut dignitaire venait inspecter leur camp. Motif, ils n'auraient pas le droit de torturer leurs prisonniers et toute personne détenue sans inculpation doit être libérée dans les 30 jours. C'est un groupe de criminels se faisant passer pour un État, dit-il. L'assaut samedi contre Deir ez-Zor a fait au moins 135 morts. Malgré les attaques répétées des djihadistes, le régime de Bachar al-Assad contrôle toujours des portions de cette ville de l'est de la Syrie, ainsi qu'un aéroport militaire à proximité. Elles sont assiégées depuis mars dernier par le groupe ultra-radical. En Norvège, 55 demandeurs d'asile ont été expulsés vers la Russie. Ce pays a rejeté hier leurs demandes et les ont envoyés vers la Russie, qui est un pays dont la politique d'asile est extrêmement controversée. La Norvège expulse 55 demandeurs d'asile vers la Russie aux grandes dames du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Oslo a rejeté hier leurs demandes et les a renvoyés vers un pays dont la politique d'asile est extrêmement controversée. Les Nations Unies mettent en garde le pays scandinave qui risque de ne pas respecter la Convention onusienne sur les réfugiés. Pourquoi la Russie? Pourquoi, s'il vous plaît? J'ai besoin d'une réponse. Pourquoi la Russie? S'interroge cette Syrienne. On n'a pas d'argent, nulle part où aller. Une fois que l'on aura traversé la frontière, personne ne nous aidera, ajoute ce Jordanien. Ces migrants étaient entrés en Norvège depuis la ville de Nikel en Russie pour arriver au camp de réfugiés de Kirkenes, en Norvège. Ils avaient opté pour la route de l'Arctique, moins chère et moins dangereuse que la traversée de la Méditerranée. Une route dont les derniers kilomètres sont parcourus à vélo, malgré les moins 30 degrés qu'affiche aujourd'hui encore le thermomètre. Dernier élément de cette édition, aux États-Unis, l'ancienne figure de Tea Party, Sarah Palin, a choisi hier lors d'un meeting de soutenir publiquement Donald Trump, qui est un candidat à l'investiture républicaine. 14 candidats sont en lice pour cette course à l'investiture du 1er février prochain. Sarah Palin n'a rien perdu de sa verve et fait profiter Donald Trump de sa popularité dans le camp conservateur. La candidate malheureuse à la présidentielle de 2008 apporte son soutien à la candidature du milliardaire américain aux primaires. Elle estime qu'il est le seul capable de terrasser l'establishment politique. Êtes-vous prêt pour être commandant en chef? Êtes-vous prêt à avoir un commandant en chef qui laissera nos guerriers faire leur travail et botter le cul de l'État islamique? Un franc-parler et un soutien dont s'est félicité l'homme d'affaires. Personnalité respectée des Tea Party, l'extrême droite du camp républicain, Sarah Palin représente un atout pour atteindre la base très conservatrice de l'électorat conservateur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur la radio-télévision Delta Santé.